bonjour tout le monde, donc au Salon de Saint-Léonard, je ne me trompe pas de nom de salon, donc pour vous accueillir à cette soirée VIP où je propose 2 conférences qui font à peu près 20 minutes sur la communication animale, mais donc vous avez des grosses conférences demain et dimanche, où là, vous avez quand même plus de temps parce que ce sont des conférences d'1 heure. Donc là, les conférences de 20 minutes aujourd'hui, c'est pour vous présenter ce que c'est que la communication animale, parce que je pense que voilà, il y en a parmi vous qui ont pas mal de questions par rapport à ça. Donc, en quoi ça consiste? Alors, la première chose, c'est le même domaine que la voyance et la télépathie. La voyance, la télépathie pour les vivants et la médiumnité pour les animaux décédés. C'est la même famille, donc ça veut dire que si on sait faire pour les humains, normalement on sait faire pour les animaux et inversement. Bon, moi j'ai pris le parti il y a de nombreuses années que de ne travailler que pour les animaux, vivants ou décédés. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe sur une photo. Il suffit de me présenter une photo et hop, la communication animale, elle part tout de suite. Et je vous propose d'enregistrer ou de noter. Ça dure à peu près pendant 40 minutes, une communication animale. Oui, oui. Pendant 15-20 minutes au départ, vous avez les animaux qui vont parler, qu'ils soient vivants ou décédés. Ils vont parler, donc pour se faire reconnaître. Et aussi, ils vont faire le tour de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, leurs difficultés, mais aussi tout ce qu'ils aiment dans la vie de famille qu'ils ont avec vous. Et puis, bien sûr, aussi tout ce qui concerne la santé, donc la santé physique. Mais dans la santé physique, on a la santé émotionnelle, la santé mentale, le relationnel avec les autres et votre environnement. Parce que tout ça, ça influe sur la santé. Ça veut dire que s'il y a des stress réguliers, bien évidemment qu'à un certain stade, après, ça influe sur la santé. S'il y a des produits chimiques dans l'environnement et qu'ils ont des problématiques d'allergie, bien entendu qu'ils vont pouvoir en parler. Donc, c'est vrai que pour les animaux vivants, c'est quand même hyper important. Et moi, j'ai 50% de ma clientèle qui est envoyée par des vétérinaires et des ostéopathes. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, pourquoi? Pour quelles raisons c'est principalement envoyé? Eh bien, par exemple, parce que les vétérinaires et ostéopathes portent un diagnostic, ils mettent les médicaments en place, ils mettent les soins qu'il y a en place et ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je peux vous donner des cas concrets. C'est par exemple un chien, on sait qu'il est allergique, voilà. Donc il commence à avoir un traitement anti-allergique avec une alimentation anti-allergique. Et en fait, eh bien, il n'y a rien qui marche. On essaye différents traitements et le chien continue d'être allergique. Et en fait, quand on entend le chien dans la communication animale, eh bien, il explique qu'en fait, il y a un produit chimique dans la maison avec un désodorisant qu'il ne supporte pas et que donc, à chaque fois, il va faire une crise. Donc, en fait, si on enlève le désodorisant et le produit chimique de la maison, eh bien là, on va pouvoir vraiment apporter un mieux-être et aller vers la santé. Et peut-être que là, les médicaments, d'une part, ils vont marcher, voilà, mais en plus, on va pouvoir les réduire parce qu'on va avoir trouvé la cause. Voilà. Donc, j'ai 50% qui arrivent, voilà, parce qu'on a un diagnostic, mais en fait, les médicaments ne fonctionnent pas. Donc, on a un diagnostic, mais on ne sait pas la cause réelle, on sait juste qu'il y a un terrain allergique. Et dans les autres cas de demande par les professionnels, c'est le fait, là, pour le coup, de ne pas trouver la cause. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de symptômes, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à trouver l'origine du traumatisme. Voilà, par exemple, une grosse chute, ou par exemple le fait d'avoir été maltraité ou d'avoir vu un autre animal être maltraité et l'impact émotionnel que ça a, c'est propre à chaque individu. Par exemple, avoir vu un autre animal se faire écraser sur la route et l'impact émotionnel que ça a, c'est vraiment propre à chaque individu. C'est comme chez les humains en fait. Donc automatiquement, ils vont se l'approprier de façon complètement personnelle. Donc, vous en avez qui peuvent devenir complètement introvertis et repliés et ne plus vouloir sortir. Comme il y a certains humains qui ne veulent plus sortir, vous pouvez avoir des animaux qui ne veulent plus sortir. Voilà, alors que ce n'est pas très logique pour un chien de ne pas vouloir aller à la promenade. Voilà. Ou au contraire, devenir agressif dès qu'il voit certaines situations. Par exemple, il a eu peur une fois d'un berger allemand. Après, tout ce qui ressemble à un berger allemand et qui est noir et feu, boum, il va attaquer d'abord, quoi. Parce qu'il a été attaqué par un berger allemand et que du coup, il met tous les bergers allemands dans le même lot. Donc, pour ne pas se faire attaquer, la première chose, c'est d'attaquer en premier. Donc, et ça va vraiment dépendre du tempérament de chaque animal.
Donc, c'est aussi envoyé par des éducateurs parce que pour justement, dans la communication animale, on a un gros travail à faire avec l'animal pour qu'il accepte sa vie présente par de la résilience et aussi, par exemple, là, dans le cas présent, comprendre que tous les bergers allemands ne sont pas à mettre dans le même sac. Voilà, il y en a un, il s'est passé quelque chose, voilà, mais tous les bergers allemands ne sont pas des chiens attaquants. Donc, il faut leur laisser une chance. Voilà. Et au contraire, on peut même se priver d'être copain avec un berger allemand ou d'avoir un bon pote berger allemand. Ou même de tomber amoureux d'un berger allemand. C'est un peu con de se priver de ça. Voilà. Mais il faut comprendre que c'est la peur qui amène cette réaction d'agressivité. Et quand ça c'est accepté, ça veut dire que, parce que quelquefois sur les animaux agressifs, c'est le mot méchanceté qui est vite posé par les humains. Et là, la communication animale, elle permet vraiment de dire qu'il n'y a pas d'animaux méchants. Par contre, effectivement, il y a des troubles du comportement qui peuvent être liés au fait d'avoir subi des traumatismes et que chaque individu vit le traumatisme à sa façon, en a une répercussion à sa façon. Et il a le droit d'avoir cette répercussion-là. Cependant, s'il n'est pas bien, c'est comment on l'aide à... Bien sûr, ça reste, c'est son passé, on ne peut pas lui enlever, mais comment on l'aide et qu'il peut apprendre à vivre avec, voilà. Et du coup, à rentrer dans un comportement plus serein, plus harmonieux, moins fatigant pour lui et pour sa famille. Voilà. Et puis plus heureux pour les autres chiens qui, par exemple, dans ce cas-là, ne se feront pas attaquer. Et il y a vraiment beaucoup de bons résultats. Donc, il y a aussi les éducateurs qui peuvent envoyer. Et puis, bien sûr, beaucoup de particuliers, c'est à peu près 50% de la clientèle par le bouche à oreille, principalement. Donc, des suites de conférences, évidemment. Mais elle est beaucoup par le bouche à oreille. Voilà. Pour justement aider dans le quotidien. Voilà. Pour les animaux décédés, là, il s'agit surtout de regarder s'ils sont bien passés dans l'au-delà, s'ils vont bien, si le passage d'âme s'est bien fait. Voilà. Et puis, il arrive fréquemment, quand on a des animaux décédés, qu'ils ont des messages d'amour pour leur famille, quoi. Ce n'est pas systématique, on ne fait pas une communication animale pour avoir un message de l'au-delà, parce que ça, c'est pas, si vous voulez, c'est pas sain. Quand on fait une communication animale avec un animal décédé, c'est vraiment pour savoir si lui va bien. Parce qu'il y a des familles qui continuent d'entendre leur chien marcher à l'étage, de sentir les poils de l'animal. Voilà. Et puis, ils voient que les autres animaux, ils continuent, ils voient un animal passer dans la maison. Voilà. Donc, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui sont peut-être pas tout à fait bien passés ou qui restent dans le monde de l'entre-deux parce qu'ils ont encore une mission pour la famille. Voilà. Donc, tout ça, ça permet d'apaiser et de se dire, bien sûr, que l'animal, s'il veut, il revient quand il veut. Bien sûr. Ça, c'est... Voilà. Mais qu'il puisse le faire sans fatigue. Voilà. Et que la famille, elle soit aussi prête. Quand il revient, voilà, il a le droit de revenir, mais sans fatigue et en étant bien et en continuant son parcours et son cheminement. Voilà. Pour la première partie. Alors là, pour vous dire moi ce que je perçois dans la communication animale, eh bien écoutez, donc bien sûr il y a le visuel, donc le visuel de l'environnement de l'animal. C'est pour ça que sur une photo, je demande toujours à ce que ça soit vraiment une photo anodine. Donc, vous voyez, par exemple, comme ici, sur un sol gris ou sur un sol de carrelage, mais qui ne veut rien dire, quoi, vous voyez, ou un petit morceau de pelouse, parce que c'est à moi de vous décrire l'entourage de la maison. Donc, si vous commencez à me mettre dans une pièce où je vois la couleur du papier peint, la couleur des meubles, l'environnement, que ça vient d'être tapissé, ou voilà, là, c'est pas, si vous voulez, il y a trop d'informations, c'est pas bon. Comme par exemple un cheval, il faut mieux me le montrer dehors sur la dalle en béton ou tout ça. C'est à moi de vous dire s'il vit dans un vieux box, dans un vieux bâtiment ou si le bâtiment vient d'être fait. C'est pas à vous de me montrer une nouvelle porte de box et de me montrer tous les voisins des chevaux, quoi, parce que qu'est-ce que je fais si je vois toutes les autres têtes de chevaux pour vous décrire ces compagnons de boxe? Vous voyez, donc je dois vraiment avoir aucune information. Ça, c'est vraiment important. Et avec qui que vous fassiez la communication animale, surtout veillez bien à ça. Ça doit être une photo
quelconque et sans information. De la même façon, pas non plus de date de naissance. Hein, ça, c'est important. Si l'animal a envie de parler de son âge et de ses coups, voilà, il en parlera dans la communication animale, parce que l'âge, honnêtement, ça donne trop d'informations. Voilà, on sait les risques d'arthrose. Voilà, donc un chien de 15 ans, bon, on peut commencer par vous dire arthrose. Vous allez dire comment vous le savez, tous les chiens de 15 ans font de l'arthrose, donc c'est mal parti, quoi. Même pour un chiot. Pardon? Même pour un chiot. Pour un chiot, il ne faut pas me dire l'âge. Non, je n'ai pas besoin de l'âge. Effectivement, là, s'il est encore chiot, vous aurez des difficultés à me le montrer adulte. D'accord? Donc, évidemment, là, vous allez me montrer l'image d'un chiot. Allez, on le sent tout de suite parce que c'est pas. Alors, bien sûr, ils grandissent vite. Hein, donc, si vous voulez, un chiot de 2 mois et demi, bien sûr, il parle peu. Hein, parce que sa découverte de la vie, c'est son petit monde de manger, de boire, de voir si la femelle elle est sereine, de voir si sa maman elle est sereine, si cette sérénité ça lui apprend plein de choses et tout ça. Il y en a qui ont déjà un traumatisme d'avoir perdu leur maman, hein, par exemple, hein, ou d'être séparés trop tôt et ils vivent déjà ça, ils le font déjà passer. Les communications animales avec les animaux jeunes sont un peu plus courtes hein, parce que justement il y a moins de vécu. Donc quand on va prendre vos questions sur les 20 dernières minutes de la communication animale, les questions sont quand même assez limitées parce qu'il y a peu de vécu. Là, on a encore un bébé. Hein. Mais quand ils ont 4 mois et demi, 5 mois, voilà, c'est encore différent. C'est l'enfance. Et puis, 8-9 mois, c'est l'adolescence. C'est assez drôle, quoi. Ils parlent de leur vie d'une façon voilà, assez drôle, quoi. Moi, j'ai régulièrement des adolescents et une des choses qu'ils disent, c'est il y a ça, et je m'interroge, mais je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire de ma vie. C'est très drôle. Bon, ok. Voilà. Non, non, parce que vous voyez, pour les animaux décédés, on peut avoir des animaux qui sont décédés depuis 20 ans, 30 ans. Oui. C'est pas du tout obligé d'être récent, ça peut être en noir et blanc, enfin, il n'y a aucun problème. Sur le téléphone, ça fonctionne très bien, enfin, voilà. Et donc, bien sûr, il va avoir tout ce qui va être visuel, mais là, vous venez de le comprendre, il y a aussi des morceaux de phrases complets. Moi, j'ai des morceaux de phrases complets avec la voix de l'animal. Et donc, j'essaye de vous faire passer cette voix de l'animal, parce que, bien entendu, quand un animal nous dit j'ai eu cette semaine une petite bulldog qui disait bon, moi, j'aime pas la pluie, j'aime pas avoir les pattes mouillées, j'aime pas quand il fait froid, quand il pleut après j'ai une diarrhée, je veux pas sortir quand c'est mouillé, je veux pas marcher sur les feuilles, je veux pas qu'elles me tombent sur le dos, mais je veux pas non plus sortir quand il fait chaud, parce que là j'ai chaud aux pattes, je suis mieux dans mon couloir. Et elle parlait, mais vraiment comme ça. Vous voyez? Voilà. Et son maître qui éclate de rire, il dit bah oui, je suis pas surprise, c'est tout à fait elle. Puis il dit ouais, puis en plus on n'a pas eu de bol, on va promener actuellement, il y a des marronniers et c'est pas des feuilles qu'elle s'est pris sur le dos, c'est des marrons. Donc elle disait moi je veux pas tout ça, hein. Je veux pas tout ça. Voyez, mais au niveau du mental, c'est important. On voit que moi, je veux pas de problème. Quand je suis un peu timide, un peu réservée, allez, pas de bruit, pas de vent, pas de pluie. Ma petite maison, mon couloir, je suis bien, quoi. Vous voyez, casanière, quoi. Et elle a aussi le droit d'être comme ça. Et dans la voix, on fait vraiment passer ça. C'est le propre des communications animales directes. Voilà, parce qu'on en a quand même quelquefois qui sont remontés, vindicatifs, tout ça, on le sent dans la voix et on va le faire passer comme ça aussi dans la voix, hein, et vous allez davantage les reconnaître. Hein, oui. C'est juste avec vous que vous n'avez pas de questions. Si, il y a dans les... Oui, c'est un dialogue. Dans la communication animale, ça dure à peu près 40-45 minutes, hein, mais si ça va jusqu'à 1 heure, moi je ne suis pas drôle, voilà, faut écouter l'animal, hein, voilà, c'est ça qui est important. Il y a quand ils sont adultes, hein, il y a un bon 20-25 minutes où ils font que parler, où je ne prends pas de questions, et si les gens veulent poser des questions, j'attendais, il n'a pas fini. Donc, et ça va souvent très très vite, et il y a vraiment comme une libération, vous voyez, une libération de la parole.
Et donc, sur le processus par téléphone, donc, moi, je propose aux gens de préparer leurs 10 questions, donc de prendre du temps, voilà, en famille aussi, hein, parce que quelquefois, ils ne peuvent pas tous être là au moment où ils me par téléphone, mais bon, après, c'est enregistré, mais prendre aussi les questions des enfants, vous voyez, et puis après, sur les 20 autres minutes, la dernière demi-heure, allez, là, on prend vraiment les questions qui peuvent être des questions précises par rapport à la santé, parce que l'animal, on a parlé dans la communication animale, mais on veut être encore plus précis parce que on a un souci, il doit partir en clinique, donc pour lui dire que, bon, ok, il a conscience de ne pas être bien, il a dit où c'était, mais enfin, un mardi, il part en clinique, quoi. Donc, le prévenir qu'il part en clinique et lui dire qu'il va devoir monter dans le van et que là-bas, il va être tout seul, mais qu'on va venir le voir. Enfin, voilà, il y a tout cet échange-là aussi hein, qui peut se faire hein, sur les 10 questions. Et on peut avoir des renseignements aussi sur un certain comportement qu'il a, de savoir pourquoi il bien sûr. C'est vraiment une des grandes raisons de demande de rendez-vous, notamment les comportements qui changent. Hein. Donc, moi, quand j'ai des clients qui me disent mon chat, il change de comportement depuis une semaine ou 10 jours, voilà, première chose que je leur dis, bien sûr, on a des périodes, bien sûr, où il y a les chaleurs et tout ça, donc on sait que c'est des périodes voilà, où on a un peu les comportements qui changent, mais en dehors de cette période-là, moi, je demande toujours quand même qu'on ait pu vérifier au vétérinaire. Hein, qu'on ait vérifié au vétérinaire qui, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi, s'il n'y a pas un problème de santé, parce que la communication animale, elle ne peut pas se substituer à un rendez-vous vétérinaire. Donc, il faut regarder s'il continue quand même voilà, d'uriner, de boire normalement, de manger normalement, s'il n'y a pas de température, voilà, des choses comme ça qui feraient qu'il faut d'abord aller au vétérinaire et puis qu'effectivement, après, on peut se poser la question de pourquoi ce comportement, parce qu'on n'a rien changé. Voilà. Pour l'humain, on n'a rien changé. Il faut savoir que pour l'animal, la plupart du temps, on a des choses qui ont changé. Voilà. Et le vivent mal. Ça peut même être un comportement qu'il a depuis tout le temps, comme par exemple, comme elle disait, un chien qui fugue, par exemple, régulièrement, de savoir pourquoi il fugue. Oui, voilà. Voilà. Des chiens qui peuvent, par exemple, vivre dans la maison, par exemple. Oui, voilà. Alors, après, vous avez quand même des races qui sont fugueuses. Hein. Ça, on le sait. Hein. Les husky, voilà, allez, c'est quand même, ça fait les chiens loups, hein, ça fait partie des races fugueuses. Et puis, oui, se questionner pourquoi, qu'est-ce qu'ils cherchent, où est-ce qu'elle est la mise en danger, voilà. Et c'est vrai que quand on a trouvé, hein, quand ils expliquent la cause et quand ils expliquent surtout ce qu'ils aiment faire, parce que ce qu'ils aiment dans ce cas-là, c'est surtout aussi beaucoup, soit ils fuient quelque chose, soit ils sont vraiment amoureux de la liberté. Je ne voudrais pas catégoriser parce que c'est quand même plus compliqué que ça, mais on a quand même des animaux qui nous disent qu'ils sont amoureux fous de la liberté, qu'ils en ont besoin. Donc ce qui est vu comme de la fugue, c'est simplement besoin de sortir. Et se dire, de toute façon, je reviens après, quoi. Mais j'ai vraiment besoin de ce truc où je veux être libre. Vous voyez? Donc, il faut qu'on puisse l'entendre et puis qu'eux puissent entendre la dangerosité. Et du coup, comment est-ce qu'on peut leur donner de la liberté? Vous voyez, mais de la liberté en sécurité. Vous voyez, c'est ça, quoi. C'est comment on va rentrer dans une forme de négociation après. Voilà. Mais on a aussi effectivement les comportements qui changent. On peut avoir des comportements qui changent. Et des comportements qui changent pour s'adapter à l'humain. Alors bien sûr, parce que l'humain pense qu'il n'y a rien de changé, mais par exemple, on a mis l'arbre à chat, on a tourné l'arbre à chat, et du coup, il ne participe plus à la vie de la maison, donc ça ne va plus, donc pipi partout, retrouver du territoire. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, hein, le fait d'avoir bougé un arbre à chat, voilà, ou un nouveau chat qui est arrivé, donc ça, l'humain le sait, mais quelquefois, c'est le fait d'avoir bougé certains meubles et ils le vivent mal, ou ils se sont fait peur dans la maison, par exemple. Hein, voilà. Et après, ils s'adaptent aussi au comportement humain. Donc, on a vu des changements de comportement, par exemple, pendant le Covid, avec le fait que des humains faisaient du télétravail. Voilà. Et donc, l'animal qui se dit, je ne suis plus tout seul, j'avais quand même ma liberté dans la maison. Maintenant, je ne l'ai plus. Il y a quelqu'un qui est toujours là. Et comment je m'habitue? Parce qu'en fait, la personne, elle est là, mais c'est comme si elle n'était pas là. Oui, mais comment c'est possible, ça, d'être à la maison et de ne pas être là? Vous savez, de ne pas être là mentalement, parce que dans le télétravail,
de se dire, mais comment c'est possible, mais je fais comment moi avec quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là. Vous voyez, donc il y a eu ces questionnements-là. Et puis après, à la reprise, à la fin du télétravail, de se dire, oui, bon, ok, d'accord, mais maintenant, du coup, je suis perdue. Ça redevient comme avant, ça va continuer comme avant, ou c'est définitif, ou ça revient, enfin, besoin d'explication en fait, hein, besoin qu'on leur redise, il y a ce rythme-là, il y a ce rythme qui s'arrête, il y a ce rythme qui reprend, vous voyez, ils ont besoin d'explications. Ouais. Moi, c'est toujours ce que je dis aussi en conférence, hein, parlez à vos animaux, vraiment. Et soyez précis, quoi. Je rentre à telle heure, là, ça va être comme ça de telle heure à telle heure, voilà. Et quand on a plusieurs animaux, par exemple, dans la maison, on peut le faire avec chaque animal. Oui, chaque animal. C'est possible des fois de faire. Alors, moi, je fais avec chaque animal parce qu'ils ont quand même chacun une âme, quoi. Vous voyez? Et ils ont quand même des besoins spécifiques, des besoins sportifs. Alors, il y en a qui sont, par exemple, quand j'ai des communications animales où la famille me dit, bon, on va faire les trois en même temps, je vous mets les trois photos. Bon, et moi, à l'heure du rendez-vous, souvent à la famille, je dis, bon, écoutez, c'est un tel qui veut commencer. Et souvent, la famille me dit, bah ouais, je suis pas surprise, quoi. Je suis pas surprise. Je me doutais que c'était cet animal-là qui allait vouloir commencer. Donc, il faut aussi leur laisser ce droit de vouloir parler ou de parler en premier ou de dire non, non, vas-y, on fait comme d'habitude, hein, tu parles en premier. Et puis moi, j'attends mon tour. On retrouve en fait un peu la dynamique qu'il y a dans le groupe animal et dans la famille. C'est assez intéressant. Oui. Après, effectivement, ça m'arrive de faire des communications animales sur des troupeaux. Hein. Donc là, par exemple, sur tous les boucs ou sur toutes les biquettes, ou sur les biquettes du parc 1, les biquettes du parc 2, les poules du parc 1, les poules du parc 2. Oui, oui. Parce qu'on sent qu'il y a un déséquilibre, mais c'est un déséquilibre du poulailler, si vous voulez. Vous voyez, ce qui n'est pas la même chose avec des chiens. Après, par exemple, sur une meute de chiens de traîneau qui a l'habitude de faire ensemble, on peut, quoi. Mais ce sont quand même là des choses particulières. Par exemple, des chiens qui vont faire des championnats au niveau national ou international, qui vivent ensemble. Là, c'est autre chose, parce qu'on va aussi travailler, par exemple, qu'est-ce qui se passe? On a un problème quand ils sont au traîneau, quoi. Ils sont plus bien quand ils sont au traîneau. Bon, là, ça vaut le coup de voir avec le chef de... Voilà, avec celui qui donne la direction, puis ceux qui tirent, et puis ceux au bout qui freinent. Enfin, ça vaut le coup de revoir le positionnement de la meute. Qu'est-ce qu'il y a qui s'entendent plus bien en ce moment? Vous voyez? Bien sûr, bien sûr. Après, ils ne sont pas fous, ils savent ce que c'est qu'un décès. Hein. Ils sont, voilà. Et après, bien sûr, quand vous avez les cendres, il faut faire un retour à la terre des cendres. C'est hyper important de pouvoir faire un enterrement. Hein, voilà, avec une bougie, avec les animaux, associer les animaux, les enfants, la famille, enfin, faire une petite cérémonie. Et donc, les cendres, elles peuvent être mises au jardin, auprès d'un arbre qu'ils aiment, à la mer, sur une promenade au bord du canal, sur un gros pot de fleurs quand on habite en appartement. Voilà. Mais ce retour à la terre est fondamental pour que le défunt puisse être bien. Hein. Enterrement, ça veut tout dire. Hein. Si vous avez juste les cendres, ça veut dire que l'animal n'a pas eu d'enterrement. Vous voyez, donc il faut en prendre un peu pour faire un enterrement. C'est quelque chose d'important. La place de l'urne aussi est importante. Il ne faut pas mettre ça au-dessus de la télé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est dans un lieu aussi paisible, quoi. C'est pas pour rien que chez les humains, les cendres sont aussi dans un mur, dans un cimetière. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Il y a toute cette symbolique d'être quand même proche de la terre, hein, même pour des murs avec des cendres. Hein, voilà. Et puis, bien sûr, il faut les associer, il faut leur en parler, mais il faut les associer, bien sûr. Bien sûr. Surtout que là, on va rentrer dans la période de Samin, hein, donc la Toussaint, hein, chez les chrétiens catholiques. Et allez, c'est assez intéressant, on rentre là dans un moment de perméabilité. Donc là, les âmes des vivants, les âmes des défunts, les défunts arrivent en masse là, hein, sur fin octobre. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça la période de Samin. Ouais. C'est pas pour rien que c'est la période de la Toussaint. Oui, oui. Oui, oui.
c'est un gros moment de perméabilité entre les mondes des vivants et le monde des décédés. C'est une fête païenne à l'origine. Voilà. Ben oui, voilà, avec plaisir. Ben, merci à vous. Et mon stand est juste là, derrière, au cas où. Voilà. À tout à l'heure. Au revoir.